l'heure de notre rendez-vous quotidien sur Radio J, la grande histoire des Juifs de France, comme tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Épisode important, date marquante, grand destin des Juifs dans l'Hexagone. Nous retraçons chaque jour de manière chronologique l'histoire de la communauté juive dans l'Hexagone. Pour ce nouvel épisode, nous restons au début du Moyen-Âge. En 591, le pape Grégoire Ier, dit le Grand, s'oppose aux conversions forcées des Juifs et prône la persuasion. Il refuse que leurs biens soient saccagés et il souhaite qu'ils soient protégés par la loi. Malgré ces paroles d'apaisement, Christophe, l'antisémitisme reste virulent dans un royaume franc, enfin réunifié après des années de conflits. Et oui, hélas, comme nous l'avons détaillé dans notre précédent épisode, les conciles et les décisions royales prônent l'anti-judaïsme et donc encouragent l'antisémitisme. Le concile de Paris en 614 le démontre tout particulièrement. Ce concile, convoqué à la basilique Sainte-Geneviève où repose Clovis, se réunit 79 prélats. C'est le concile qui réunit le plus grand nombre de dignitaires ecclésiastiques depuis celui d'Orléans en 546. Les sujets religieux dominent, des décisions sont prises contre les juifs, comme par exemple le fait, je cite, qu'aucun juif n'ait l'audace de solliciter du prince ou n'exerce un office ou une charge publique qui lui donne autorité sur les chrétiens, s'il s'y risque, qu'il reçoive avec toute sa famille de la main de l'évêque de la cité où il a exercé sa charge à l'encontre des statuts canoniques, la grâce du baptême. Et à l'issue du concile de 614, un édit est promulgué par le roi des Francs Clotaire II. Que dit-il exactement ? Eh bien, interdiction est faite aux juifs d'accéder aux offices royaux. Le synode décrète également que tous les juifs qui occupent des postes militaires ou civils, ainsi que leurs familles, doivent accepter le baptême. Seule consolation, si on peut dire. Malgré leur exclusion des hautes fonctions, leurs droits à intenter des actions juridiques contre les chrétiens sont préservés. Alors, vous parlez d'activités que les juifs ne peuvent pas exercer. Elles sont nombreuses. A-t-on une idée des métiers pratiqués par les juifs à cette période ? Eh bien, je vais vous citer l'évêque de Tours, Grégoire de Tours, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, qui rapporte dans son Histoire des Francs les métiers exercés par les Juifs à l'époque. Ils sont bateliers, médecins, prêteurs d'argent, gestionnaires, notamment pour le compte d'abbayes, mais aussi fabricants de savon à Marseille. Et oui, parce qu'on fabrique du savon à Marseille depuis très longtemps au Moyen-Âge. Et ils sont aussi commerçants de corail, de vin, de draps, d'huile et de fruits secs. Outre le concile de Paris, un édit du roi Clotaire II interdit aux Juifs d'intenter par ailleurs des actions publiques contre les chrétiens. Mais son successeur, le roi Dagobert, va plus loin, lui. Celui que l'on appelle souvent le bon roi Dagobert, la chanson le dit aussi, demande aux Juifs de se convertir au christianisme, puis il ordonne leur expulsion pour ceux non convertis. C'est la deuxième fois en un siècle qu'un roi franc proclame l'expulsion des Juifs. En effet, le premier avait été en 533, Childebert Ier, fils de Clovis, roi de Paris et d'Orléans, puis de Bourgogne. Il prend alors contre les Juifs refusant de se convertir au christianisme un arrêté d'expulsion. Mais comme nous l'avons vu hier, les conciles suivants ont démontré que la mesure n'a pas vraiment été mise en pratique. Dagobert, 100 ans après, donc on est là au début des années 630, adopte donc la même mesure. Il n'a pas réussi à convaincre les Juifs de la rue de la Cité à Paris, qu'on appelle d'ailleurs rue de la Juiverie, oui. Et ce nom d'ailleurs restera employé, utilisé pendant très longtemps, jusqu'au 19e siècle. Et bien donc, comme il n'a pas réussi à les convaincre à se convertir, eh bien il décide donc de finir par les expulser. Il faut préciser d'ailleurs qu'à cette époque, depuis quelques années, des Juifs arrivent d'Espagne. Ils sont expulsés du royaume wisigoth. Beaucoup de Juifs s'installent ailleurs, dans la vallée du Rhin ou en province, dans le sud de la France, justement, dans ce que l'on appelait la Septimanie ou Narbonnaise et qui appartenait alors aux Visigoths espagnols. Les Juifs participent à l'activité économique. Eh oui, Narbonne, c'est un petit peu comme Marseille, vraiment pour être très schématique, l'un des foyers de présence juive assez importante en France. Et c'est d'ailleurs à la fin du 7e siècle, en 689 plus précisément, que date la plus ancienne inscription funéraire juive connue dans l'Hexagone, celle de Narbonne. Les Juifs de Narbonne, principalement des commerçants, s'entendent bien avec le reste de la population qui se rebelle souvent contre les rois visigoths. Alors un peu plus tard, en 751, Pépin le Bref, cette fois, devient le premier roi carolingien. C'est donc une nouvelle dynastie qui va régner pendant plus de 2 siècles sur le royaume des Francs. Et pour les Juifs, Christophe, s'ouvre une période de prospérité, on peut le dire. Les Carolingiens emploient des Juifs pour leur qualité dans plusieurs domaines, la médecine, l'agriculture, la viticulture ou encore le commerce. Effectivement, ça change par rapport aux rois
rois mérovingiens, même si vous le verrez après, il s'agit peut-être d'utiliser leurs Ouais. capacités, hein, plus que véritablement, effectivement, les estimer, les respecter. Toujours est-il que sous le règne de Charlemagne, hein, celui qui, vous savez, selon la chanson, a inventé l'école, puisque nous sommes en période de rentrée des classes, et bien Charlemagne, roi des Francs à partir de 768, empereur d'Occident à partir de 800, hein, vous savez, son royaume va véritablement devenir un empire, et bien ce fameux Charlemagne va employer un juif pour apporter de Palestine des marchandises, et surtout en 797, et bien le même Charlemagne va donner une mission d'ambassadeur auprès du calife de Bagdad, Haroun ar-Rachid, un juif narmonais nommé Isaac, hein. L'objectif de cette mission diplomatique est de s'assurer la coopération militaire du calife contre leur ennemi commun, la dynastie des Omeyyades. Isaac, hein, revient, eh bien 5 ans plus tard, et il revient pas les mains vides, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il rapporte plusieurs cadeaux, vous le savez, hein, comme il Ouais. est d'usage, notamment un éléphant blanc qui va prendre le nom d'Aboul Abbas. Ça prend de la place, Ça hein. devait tenir de la place, oui. Je pense que ça, à l'aéroport, ça serait compliqué aujourd'hui, bref. Et, et donc cet éléphant a eu du mal en fait à s'adapter au climat européen, on peut le comprendre, hein. Et d'ailleurs, il est mort d'une pneumonie, le pauvre, à Aix-et-la-Chapelle, quelques années plus tard. Vous savez, Aix-et-la-Chapelle, Ilana, c'est là que Charlemagne avait Mmh. son palais, parce qu'à l'époque, l'empire de Charlemagne s'étendait jusqu'en Allemagne. Quand on voit les cartes, c'était pas les frontières Oui. d'aujourd'hui. Et bien donc, ce fameux éléphant, Aboul Abbas, donc, est mort 8 ans après son arrivée, donc auprès de celui, hein, qui avait été couronné empereur Mmh. à Noël 800. Alors cette confiance d'un souverain pour les Juifs aurait été inimaginable encore un siècle plus tôt. À Narbonne, selon une légende, Charlemagne aurait donc octroyé de nombreux privilèges aux Juifs de la ville. Il existait même un roi des Juifs. Oui, alors il y a un aspect très mythique évidemment là-dedans, Ouais. hein, même si on sait donc, comme on le disait, que Narbonne, eh bien, a une forte présence juive et a sans doute bénéficié d'exemptions. En fait, dans cette ville, hein, où la présence juive est attestée dès le 5e siècle, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, avait en fait souhaité l'aide des Juifs de la ville pour repousser les Sarrasins de la dynastie Omeyyade et obtenir la reddition de Narbonne. Donc on retrouve encore, hein, l'ennemi Omeyyade dans Mmh. cette affaire. Et lorsque cela, eh bien, sera chose faite, les Juifs vont être récompensés, et ces récompenses, si on peut dire, vont se perpétuer sous Charlemagne. Selon le Rave de Tolède, Abraham Imdoud Alaevi, au XIIe siècle, le roi des Francs puis empereur fait venir de Babylonie en Asie un descendant du roi David. Alors que dit précisément le rabbin de ce descendant du roi David venu s'installer à Narbonne? Eh bien, le Rave écrit: ce dernier lui adressa un homme sage du nom de Rabbi Makir. Le roi Charlemagne l'établit à Narbonne, ville capitale, l'y introduit et lui conféra une position éminente, alors même qu'il venait de reprendre la cité aux Arabes. Et Makir prit pour femme la fille d'un des notables de la ville, et le roi l'anoblit, et en témoignage de son estime, conféra à tous les juifs de la ville des franchises qui furent inscrites en latin dans une charte revêtue du sceau impérial. En quelque sorte, il était un petit peu une sorte Mmh. d'ambassadeur, hein, sur place. Et on attribue même à Makir la fondation d'une école talmudique, hein, rivalisant de prestige avec celle de Babylone. Mais il convient de rappeler, Christophe, que la situation à Narbonne est assez exceptionnelle, car si les Juifs sont mieux acceptés sous l'ère carolingienne qu'auparavant, leur liberté est limitée et les lois en vigueur restent quand même toujours très restrictives. Et dans le domaine de la justice, un serment mort judaïco, hein, c'est-à-dire conforme à la coutume juive, Charlemagne décide que dans tous les procès opposant un juif à un chrétien, les juifs ne peuvent pas se contenter d'une prestation de serment banale. Du coup, avant le serment, ils doivent avoir une couronne d'épines sur la tête, hein, la cindre, et poser la main droite sur un rouleau de la Torah. C'est donc la preuve, Ilana, qu'ils ne sont pas traités comme Hmm. n'importe quel autre justiciable. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de la grande histoire des Juifs de France. C'est toujours très intéressant, un biais que vous pouvez retrouver bien sûr en vidéo sur notre page YouTube Radio J et sur notre site internet radioj.fr. Dans un prochain numéro,